Ils avaient cru avoir tout vu, mais deux détails, un silence trop lourd et une vidéo vue des dizaines de fois, allaient leur révéler quelque chose qu'ils n'avaient jamais admis à voix haute. Et ce soir-là, lorsqu'ils se penchèrent à nouveau sur les images, un fait simple apparut. Leur réaction n'était pas un accident, mais le résultat d'un long glissement intérieur que personne n'avait mesuré. Ces vétérans jamaïcains n'étaient pas des idéalistes ni des rêveurs fatigués. C'étaient des hommes qui avaient porté l'uniforme quand l'indépendance semblait synonyme de dignité, qui avaient marché sous des drapeaux qui ne les protégeaient pas toujours, et qui avaient vu, décennie après décennie, leur fierté s'éroder sans fracas. Les murs fissurés de la vieille salle communautaire où ils se retrouvaient n'étaient pas seulement un décor, ils représentaient l'état de leur mémoire collective, usée mais encore vibrante, puis survint l'image qui fit basculer la pièce. Ibrahim Traoré apparaissait sous le soleil du Sahel, manches relevées, posture calme, mais tendue, d'une discipline forgée par la nécessité. Il ne parlait pas comme un homme qui cherche l'approbation, mais comme quelqu'un qui a évalué le coût réel de chaque mot. Et ces anciens soldats, rompus aux lectures de terrain, reconnurent immédiatement ce que tant d'analystes avaient manqué. Le souffle contrôlé, la colonne droite, l'absence totale d'hésitation ne relèvent pas du style mais du vécu. À mesure qu'ils revoyaient le clip, chacun repérait un détail différent. Le regard du capitaine vers les hommes derrière lui, la façon dont il disait « nous » et non « vous », l'absence d'effraction rhétorique. Pour ces vétérans, ces signes n'étaient pas symboliques. Ils constituaient la réponse tardive à une question qu'ils portaient depuis 50 ans, qui enfin incarnerait la droiture qu'ils avaient défendue en vain. C'est à cet instant que se ferma la première boucle de curiosité. Leur trouble n'était pas né d'une admiration soudaine, mais de la brutalité d'une prise de conscience. Ils ne regardaient plus un discours, ils se regardaient eux-mêmes, confrontés à tout ce qu'ils avaient attendu. Dans cette progression silencieuse, un homme joua malgré lui le rôle de guide, le vieux sergent Donovan Reed. Non pas parce qu'il parlait fort, ni parce qu'il cherchait à influencer les autres, mais parce que chaque mot qu'il prononçait semblait sortir d'une vie passée à analyser ce que les autres ne voyaient plus. Reed était l'un de ceux qui avaient enterré des amis, escorté des convois dont personne ne se souvenait, et serré des mains politiques qui oubliaient les leurs dès que les caméras s'éteignaient. Ce soir-là, il fut le premier à formuler ce que tous ressentaient en silence. En posant ses grandes mains sur la table, il ne décrivait pas seulement l'état d'une nation, mais celui d'une génération entière. Fatiguée d'être utilisée, fatiguée d'être polie à l'étranger, mais négligée chez elle, fatiguée de rester debout, sans qu'aucun dirigeant ne leur rende cette verticalité. Autour de lui, d'autres figures apportaient leurs propres fragments. Le Major Carlton Hines, qui avait connu les missions de maintien de la paix les plus ingrates, parlait avec une voix cassée, mais précise. Le lieutenant Marlon Stewart, formateur de recrues, repérait dans chaque geste du jeune capitaine, aperçut à l'écran un langage militaire que seuls les anciens comprennent. Ashton Burke, discret, voyait dans cette scène un reflet de ce qu'ils avaient espéré être un jour. C'est cette mosaïque d'expériences, posée sans emphase, sans dramaturgie, qui produisit le premier impact réel, pas un impact collectif encore, pas une résolution politique, mais une bascule intime, l'impression que pour la première fois depuis longtemps, quelque chose pouvait encore être aligné avec les valeurs qu'ils avaient défendues toute leur vie. Avant cette nuit, tout semblait figé. Après cette nuit, plus rien n'était stable. Le basculement ne s'est pas fait d'un cri, mais d'une suite de secousses rapides, presque trop discrètes pour être perçues individuellement, mais irrésistibles une fois alignées. Le déclencheur arriva par un geste simple. L'adjudant Leonard Clark posa une petite tablette au centre de la table, comme on dépose une pièce à conviction. Les hommes se penchèrent, silencieux. La vidéo démarra. Sur l'écran, Ibrahim Traoré, debout sous un soleil impitoyable, avançait chaque mot comme si chacun avait un poids mesuré. Rien n'était théâtral, rien n'était décoratif. Tout était fonctionnel, tendu, calibré. Dans la pièce, un frisson passa. Stewart serra les poings. Hines releva le menton. Gordon, pourtant discret, inspira profondément. Il n'y avait pas d'exaltation. Il n'y avait pas d'illusion. Il y avait reconnaissance. Et c'est précisément là que tout commença à se déplacer. Parce qu'à mesure que les images défilaient, leurs repères anciens vacillaient.
Les décennies où ils avaient vu leurs dirigeants éviter les questions difficiles leur revinrent. Les années où ils avaient observé leur région suivre des instructions venues de trop loin s'accumulèrent. Les souvenirs des compromis successifs, des traités signés par prudence, des promesses enterrées avant d'être tenues, prirent soudain une couleur plus tranchante. Ils ne regardaient pas un discours africain, ils regardaient ce qu'ils n'avaient jamais eu. Alors tout s'emballa. Les anciens combattants analysèrent le clip comme on analyse une opération. La respiration contrôlée, l'absence de gestes inutiles, la façon dont Traoré disait « nous », sans détour, sans distance, la posture des soldats derrière lui, alignés mais non soumis, leur table devint une salle de briefing. La pièce devint un théâtre stratégique. Ce n'était plus de l'émotion, c'était une évaluation militaire. Ince nota « Un homme qui ne craint pas l'isolement ne peut être acheté ». Burke observa « C'est une colonne vertébrale, pas un slogan ». Stuart ajouta « C'est le souffle d'un soldat, pas celui d'un politicien ». Et plus ils avançaient, plus l'évidence se durcissait. Ce qu'ils voyaient contredisait 50 ans de résignation. La crête fut atteinte lorsque Gordon, d'une voix basse, formula ce que tous retenaient. « Messieurs, et si c'était le signe que nous avons attendu ?» Cette phrase, tombée comme un verdict, transforma l'atmosphère. Les regards changèrent, les postures se redressèrent. Le doute céda la place à une clarté soudaine. Il ne s'agissait plus d'un clip, mais d'un appel. Les jours suivants, l'onde de choc se propagea. Ils en parlèrent chez eux, mais à voix basse. Ils relurent des lettres anciennes, des rapports oubliés. Ils repensèrent à leur propre carrière, à ce qu'ils avaient servi, à ce qu'ils avaient enduré. Et surtout, ils sentirent la douleur qu'ils n'avaient jamais mise en mots. Celle d'avoir passé une vie entière à défendre une dignité que leurs dirigeants n'avaient pas supportée. Lorsque le groupe se réunit à nouveau, la transition était faite. Ils n'étaient plus des observateurs, ils étaient en mouvement. Ils n'étaient plus une génération résignée, ils étaient une génération réveillée. Ils n'étaient plus un cercle de vétérans fatigués, ils étaient un foyer de décision. Voilà comment, dans une salle aux murs fissurés, un tremblement sans bruit prit forme. Voilà comment une diaspora fatiguée recommença à respirer. Et tout cela avant même qu'ils ne décident de parler publiquement. La bascule commença réellement lorsque les vétérans décidèrent d'examiner leur propre trajectoire avant et après ce moment. Dans ce passage, plus de 60 ans d'obéissance, de missions extérieures, de compromis politiques imposés. Ils avaient servi docilement, signé sans voix au chapitre et vu leur région s'ajuster constamment aux attentes étrangères. Cette ligne de base n'était pas seulement une période, c'était un état d'esprit, une fatigue incrustée. Et dans ce passage, une soirée unique qui remit en cause tout ce qu'ils avaient intériorisé. L'écart n'était pas numérique, il était moral, mental, presque physiologique. C'est la durée qu'ils évoquaient eux-mêmes, non pas comme un nombre froid, mais comme une somme de décennies où l'allégeance n'avait eu pour retour que l'oubli. Cette durée était leur mesure. Elle représentait un demi-siècle d'attente silencieuse. Cela exprime le poids accumulé d'une loyauté jamais vraiment reconnue. Dans leurs échanges, ils ne décrivaient pas un simple groupe de vétérans, mais un arc générationnel qui traversait Kingston, Montego Bay, Toronto, Birmingham et Miami. Cette génération n'est pas un chiffre exact, mais un repère, un ensemble humain large, dispersé et connecté par une même blessure historique. Ce repère montre une cohorte unifiée par une mémoire plus longue que leurs frontières. Ce délai provient directement de la circulation de leurs déclarations. En moins d'une semaine, leur prise de position avait déjà traversé la diaspora et atteint des bureaux diplomatiques étrangers. Ce chiffre illustre la vitesse inhabituelle d'un message porté par des hommes qu'on croyait invisibles. À partir de ces 3 repères, les vétérans comprirent que leur propre histoire contenait un fil direct entre l'effacement et la réaffirmation. Le contraste était brutal. Autrefois, leur voix s'était dissoute dans les méandres bureaucratiques. Désormais, quelques phrases prononcées dans une salle fissurée parcouraient les continents. Ce n'était pas l'amplitude de leurs gestes qui impressionnait, mais son retentissement, et en revisitant ces repères, ils identifièrent 3 causes principales à cette résonance. D'abord, la fatigue prolongée d'une génération qui avait trop longtemps accepté l'inacceptable, les concessions, les alliances forcées, les orientations décidées ailleurs. Ensuite, l'arrivée d'un visage jeune, ferme, droit,
venu d'un continent avec lequel ils partageaient une mémoire profonde. Enfin, la réaction populaire dans la diaspora, qui transforma un murmure en onde. Chaque élément jouait un rôle distinct. La figure qui les avait réveillés donnait une direction. La diaspora donnait une caisse de résonance. Ce qui paraissait d'abord être une émotion devint une structure. Ce qui semblait n'être qu'une réaction devint une équation intérieure. Et ce qui avait commencé par une vidéo devint une relecture complète de leur dignité. Depuis que les vétérans jamaïcains avaient fait circuler leurs déclarations, deux lectures opposées se sont installées dans l'opinion. La première, largement relayée par certains commentateurs caribéens, affirmait que ces anciens soldats se laissaient emporter par une forme de romantisme tardif. Selon cette analyse, leur réaction n'était qu'une projection, le désir de retrouver dans une figure extérieure ce qu'ils n'avaient jamais trouvé chez leurs propres dirigeants. Pour ces observateurs, il s'agissait d'un élan affectif, presque sentimental, sans réelle portée politique. La seconde lecture, beaucoup plus tranchante, provenait d'analystes occidentaux inquiets. Ceux-ci voyaient dans la sympathie ouverte des vétérans un signe potentiellement dangereux. Ils estimaient que tout soutien public, même symbolique, à un officier africain inconnu des appareils diplomatiques pouvait introduire une instabilité régionale, voire une psychologie de rupture imprévisible. Ce n'était pas un jugement neutre, mais un avertissement. Lorsqu'un discours échappe au cadre attendu, ceux qui le portent deviennent soudain suspects. Ces deux positions semblaient s'affronter, mais elles manquaient toutes deux un point essentiel que les vétérans eux-mêmes avaient clarifié dans leurs échanges. Leur décision n'était ni un coup de cœur, ni un acte de défi. Elle venait d'un constat accumulé pendant plus de 50 ans. Ils avaient servi des dirigeants qui parlaient de souveraineté tout en signant des accords qui l'affaiblissaient, qui promettaient l'unité régionale tout en agissant seuls, qui réclamèrent la dignité tout en acceptant la dépendance. C'est ce contraste, visible et documenté dans leur propre vécu, qui donnait sens à leur prise de position. Ils n'imitèrent personne, ils n'idolâtrèrent personne, ils reconnurent simplement quelque chose qu'ils n'avaient plus vu depuis longtemps, une cohérence entre parole, posture et responsabilité. Ainsi le Stillman se dessine dans cette réponse. Les vétérans ne sont ni des rêveurs ni des provocateurs. Ce sont des hommes qui ont porté l'uniforme trop longtemps pour confondre l'émotion et la discipline. Et leur geste, loin d'être une dérive, était le prolongement logique de tout ce qu'ils avaient vécu. La réunion suivante ne ressemblait plus aux précédentes. Les hommes n'avaient plus le regard vagabond de ceux qui se remémorent le passé, ils avaient l'attention fixe de ceux qui sentent qu'une décision approche. Le vieux sergent Donovan Reed entra avec un dossier sous le bras, non pas comme un homme venu raconter, mais comme un homme venu déposer une preuve. Il posa les feuilles sur la table, manuscrites, tapées, gribouillées, elles portaient toutes la même douleur, la même lucidité, la même conclusion. Là, au milieu de ces lignes hésitantes, un fil invisible reliait chaque voix, la reconnaissance d'un manque que personne n'avait jamais osé nommer. Puis Reed dit la phrase qui fit basculer la pièce. « Messieurs, il est temps d'avancer. » Ce n'était plus une réaction à une vidéo. Ce n'était plus une admiration lointaine. Et lorsque l'un d'eux relut le passage évoquant clairement Ibrahim Traoré, un frisson silencieux parcourut la salle. Non pas parce qu'il représentait une figure providentielle, mais parce qu'il révélait tout ce qu'ils avaient trop longtemps étouffé. La dignité volée, l'honneur dissous, l'espoir reporté. À cet instant précis, dans ce passage apparut. Ils ne se demandaient plus qui les avait inspirés, mais ce qu'ils allaient faire désormais. Les vétérans jamaïcains n'avaient pas prévu que leur prise de position circulerait aussi vite. Pourtant, en quelques jours, les retombées devinrent visibles, concrètes, presque palpables. Elles se répartissaient en 4 zones distinctes, chacune touchée différemment par l'onde née de leurs gestes. Dans la diaspora noire, des Jamaïcains, Trinidadiens, Haïtiens et Barbadiens se mirent à partager la déclaration comme un rappel de quelque chose qu'ils croyaient perdu. Beaucoup n'avaient jamais entendu parler d'Ibrahim Traoré avant ce moment, mais ils saisirent immédiatement le message. Un leader noir fier, droit, refusant la soumission, pouvait encore exister. Des grands-parents racontèrent à voix basse comment leurs propres dirigeants avaient manqué de fermeté dans les années cruciales. Des jeunes, eux, y virent un signal inattendu. La dignité n'était pas un concept théorique, mais une posture réelle que des aînés reconnaissaient enfin.
Pour la première fois depuis longtemps, une conversation intergénérationnelle se forma, non pas autour de la nostalgie, mais autour d'un possible renouveau. Dans les cercles économiques caribéens, la nouvelle fut accueillie avec une prudence glacée, non pas parce que les vétérans représentaient une menace directe, mais parce que leur admiration envers un jeune officier africain introduisait une question sensible. Si la diaspora se réaligne émotionnellement vers l'Afrique, quelles alliances économiques deviendront contestées? Des entrepreneurs privés firent remarquer que cette dynamique pouvait bousculer l'équilibre traditionnel des partenariats extérieurs. D'autres y virent un risque d'être associés à un mouvement jugé imprévisible par certaines chancelleries occidentales. Mais, en silence, quelques voix discrètes reconnurent que ce frémissement révélait une aspiration profonde, celle d'un avenir où les Caraïbes cesseraient d'être gérés par procuration. Les gouvernements caribéens réagirent avec une retenue calculée. Des notes internes circulaires demandant de surveiller toute approbation publique envers des dirigeants étrangers considérés comme non conformes aux attentes internationales. Cela visait implicitement Ibrahim Traoré, dont l'indépendance dérangeait déjà plusieurs capitales. Certains ministres parlèrent de stabilité régionale, d'autres rappelèrent l'importance des partenariats historiques. Mais derrière ces formules prudentes se cachait un malaise évident. Quand les vétérans parlent, l'opinion écoute, et quand l'opinion écoute, les dirigeants peuvent vaciller. Ainsi, pour la première fois depuis longtemps, une simple déclaration de soldats retraités plaça les institutions politiques dans une zone d'incertitude. À Washington, Ottawa, Londres et Bruxelles, le phénomène fut traité avec inquiétude. Les think tanks publiaient déjà des analyses cherchant à comprendre comment un officier africain avait pu, sans campagne, sans réseau, rallier moralement une partie des Caraïbes. La réponse était simple, mais inconfortable. Le pouvoir psychologique. Un jeune leader noir refusant de s'incliner obligeait les grandes puissances à recalculer les rapports symboliques. Et lorsque le nom d'Ibrahim Traoré commença à apparaître dans des discussions privées, non pas comme un risque militaire, mais comme une anomalie narrative, les diplomates comprirent que quelque chose échappait soudain à leur grille d'analyse. Ce jour-là, les vétérans ne provoquèrent pas un séisme immédiat. Ils déclenchèrent quelque chose de plus subtil. Un déplacement des lignes, un frémissement dans les esprits, un foisonnement de questions qui, une fois lancées, ne pouvaient plus être rappelées. Les vétérans comprirent très vite que leur déclaration n'était pas un geste sans suite. Dans les 6 à 12 mois, 3 trajectoires distinctes pouvaient émerger, chacune façonnée par la manière dont la diaspora, les gouvernements caribéens et les puissances étrangères allaient réagir à ce frémissement inattendu. Dans cette version, leur prise de position continuerait de circuler dans la diaspora, sans explosion spectaculaire, mais avec une progression continue. Les anciens combattants des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni rejoindraient discrètement la conversation, relayant la déclaration comme un rappel moral plutôt qu'un acte politique. Les gouvernements caribéens adopteraient une prudence mesurée, ni soutien, ni condamnation. La dynamique se stabiliserait dans une zone d'ambiguïté productive. Un espace où la question de la dignité, longuement étouffée, deviendrait un thème récurrent dans les discussions communautaires. Ce scénario n'amène pas de rupture, mais une consolidation silencieuse du réveil psychologique. Ici, la déclaration des vétérans deviendrait un catalyseur. Des universitaires, des artistes, des associations de jeunesse commenceraient à reprendre le discours sur la dignité, la souveraineté et la posture politique des Caraïbes. Des dialogues transatlantiques émergeraient entre diaspora et Afrique de l'Ouest, non pas comme alliance formelle, mais comme résonance culturelle. Les gouvernements, voyant l'intérêt croissant du public, seraient contraints d'aborder des thèmes longtemps évités, dépendance économique, pression diplomatique, équilibre entre autonomie et partenariat. Ce scénario n'est ni radical ni irréaliste. Il trace la possibilité d'un repositionnement symbolique sans confrontation directe. Dans cette trajectoire, la circulation de la déclaration attirerait une attention plus intrusive. Les puissances étrangères interpréteraient ce mouvement moral comme une anomalie stratégique et intensifieraient leur surveillance. Les gouvernements caribéens, sous pression, tenteraient d'étouffer toute prise de position publique jugée sensible,
conduisant à une atmosphère de méfiance. Dans ce climat, les vétérans deviendraient malgré eux des symboles d'un débat qu'ils n'avaient jamais voulu politiser. L'effet serait un raidissement général où la peur étoufferait momentanément l'éveil. Face à ces trois chemins, les vétérans eux-mêmes avaient déjà donné la clé. On ne peut pas empêcher les événements de se déplacer, mais on peut choisir comment se tenir lorsqu'ils le font. Ce n'est ni un appel à l'affrontement, ni un retrait. C'est une posture mentale pour naviguer dans un futur où la dignité redevient un repère central. Pour ceux qui suivaient cette histoire depuis l'extérieur, la déclaration des vétérans jamaïcains n'était pas seulement un événement politique. C'était un miroir tendu vers trois types de spectateurs, chacun touché différemment. Groupe A, ceux qui ont hérité de la fatigue. Ils reconnaissaient dans les mots des anciens combattants une lassitude familière, celle qu'ils voyaient chez leurs parents ou grands-parents, la fatigue d'avoir vécu dans des sociétés où l'on demandait toujours de la patience, toujours des sacrifices, mais rarement du respect. Pour eux, lire cette prise de parole, c'était comprendre que cette fatigue avait enfin trouvé sa voie. Groupe B, ceux qui cherchent un repère. Les plus jeunes, souvent perdus dans un paysage politique brouillé, découvrir dans le geste des vétérans une forme de boussole. Non pas une boussole idéologique, mais une boussole de posture. Se tenir droit, peser ses mots, reconnaître ce qui élève et ce qui abaisse. Leur intérêt n'était pas tourné vers une figure ou un pays, mais vers une manière de se tenir face au monde. Groupe C, ceux qui ont peur du vide. Ceux-là observaient la situation avec prudence. Ils savaient que toute secousse symbolique peut produire des remous inattendus. Ils ne rejetaient pas la déclaration, mais redoutaient les réactions extérieures, les pressions diplomatiques, les interprétations malveillantes. Pour eux, la question n'était pas « faut-il soutenir ?», mais comment préserver la stabilité. Entre ces trois groupes, un fil commun se forma. La compréhension que la dignité n'est pas une revendication abstraite, mais un besoin humain simple, presque instinctif. Et lorsque les vétérans la mirent enfin en mots, chacun, à sa manière, sentit que quelque chose se réalignait, même timidement. Les vétérans savaient qu'un mouvement sans méthode se dissout. Ils décidèrent donc de tracer une feuille de route simple, mesurable, sans grand discours ni ambitions irréalistes. Leur objectif n'était pas de créer une structure, mais de stabiliser l'élan né autour de la dignité, celui que la réaction à Ibrahim Traoré avait ravivé. 1. Clarifier la parole. Qui? Les vétérans. Quoi? Une ligne commune. Quand? Immédiat. Mesure. Cohérence des messages. Ils rédigèrent une version épurée de leur déclaration, afin que chaque mot reflète la même posture. Fermeté, calme, respect. Il ne s'agissait pas d'amplifier le ton, mais de garantir que rien ne puisse être détourné ou mal interprété. 2. Ancrer le dialogue. Qui? Diaspora. Quoi? Cercle de discussion. Quand? 1-3 mois. Mesure. Participation. Ils encouragèrent des conversations transatlantiques entre Jamaïcains, Caribéens, Africains et diasporas occidentales. Pas de plateforme officielle, seulement des rencontres, des échanges, des analyses partagées. Le but, éviter que le sujet devienne un simple moment viral. 3. Protéger les anciens. Qui? Réseau communautaire. Quoi? Soutien collectif. Quand? Continu. Mesure. Réactivité. Comme certains gouvernements avaient émis des avertissements, ils organisèrent un système discret de relais. Si un vétéran était ciblé, critiqué ou intimidé, d'autres prenaient la parole pour neutraliser la pression. La protection devenait collective, non individuelle. 4. Construire une continuité. Qui? Nouvelle génération. Quoi? Transmission. Quand? 6 ou 12 mois. Mesure. Émergence de relais. Les vétérans savaient qu'ils ne seraient pas là éternellement. Ils décidèrent donc d'intégrer les jeunes dans la réflexion. Anciens militaires, étudiants, artistes, militants, tous invités à reprendre la question fondamentale. Comment se tenir droit dans un monde qui préfère vous voir plier? Cette feuille de route n'était pas une stratégie contre qui que ce soit. C'était une stratégie pour quelque chose. La préservation d'un élan intérieur, fragile mais puissant, que l'image d'Ibrahim Traoré avait réveillé en eux. Lorsque les vétérans se réunirent une dernière fois dans la vieille salle communautaire, rien n'avait changé autour d'eux. Les murs restaient fissurés, l'air était lourd,
les tables portaient encore les traces d'années de réunions oubliées. Pourtant, quelque chose au centre de la pièce avait basculé. Ce n'était pas la salle qui était différente, mais les hommes qui la remplissaient. Ils n'étaient plus simplement des soldats à la retraite, ni même des témoins d'un demi-siècle de renoncement. Ils étaient devenus les gardiens d'un élan que personne n'avait prévu. Et lorsque l'un d'eux évoqua encore une fois la posture calme d'Ibrahim Traoré sous le soleil du Sahel, un silence respectueux enveloppa le groupe. Non pas un silence de nostalgie, mais celui d'une certitude nouvelle. Quelque chose s'était réveillé en eux et ne se rendormirait plus. Le vieux sergent Reed, en regardant la salle, murmura presque pour lui-même « La dignité ne vieillit jamais ». Cette phrase, brève et sèche, devint leur point d'ancrage. Elle reliait le passé qu'ils avaient importé, le présent qu'ils affrontaient et l'avenir qu'ils voulaient transmettre. Et lorsque chacun quitta la pièce, il comprit que cette salle communautaire, si ordinaire en apparence, avait finalement servi de miroir. Un lieu où les hommes avaient appris à se redresser une dernière fois. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire des vétérans se transforma en un simple murmure, mais un murmure qui persistait dans les esprits de ceux qui l'avaient entendu. Elle ne demandait ni adhésion aveugle, ni enthousiasme public, elle invitait seulement chacun à réfléchir à ce que signifie aujourd'hui se tenir droit dans un monde où tant de voix sont étouffées avant même de s'exprimer. Leurs gestes n'appartenaient pas au gouvernement, ni aux institutions, ni au cercle diplomatique. Il appartenait à la société, à ceux qui savent reconnaître la valeur d'un réveil silencieux lorsqu'ils traversent une communauté dispersée. Et c'est là que vous entrez en scène. Car une histoire ne vit vraiment que lorsqu'elle circule, lorsqu'elle suscite un échange, lorsqu'elle ouvre un espace pour une parole sincère. Si ce récit a touché quelque chose en vous, même légèrement, il peut devenir un point de départ plutôt qu'une simple anecdote. Alors, avant de fermer cette page, laissez une trace. Partagez ce que cette histoire évoque pour vous. Quel avenir souhaitez-vous que les jeunes générations héritent des choix de leurs aînés ? Un soir de pluie, dans une salle communautaire presque oubliée, quelques anciens soldats jamaïcains se sont retrouvés autour d'une table éraflée. Ils avaient passé 60 ans à servir, obéir, enterrer des camarades et écouter des dirigeants promettre des montagnes pour finalement livrer de la poussière, jusqu'au jour où une vidéo venue du Burkina Faso a fissuré leur fatigue. Pourquoi ce jeune capitaine nommé Ibrahim Traoré a-t-il réveillé en eux une fierté que leur propre chef n'avait jamais su rallumer? Et si ce frémissement discret, né dans cette petite salle, annonçait un tournant bien plus large que la Jamaïque? Dans cette histoire, la promesse n'est pas celle d'un spectacle politique, mais d'un dévoilement progressif des forces invisibles qui ont poussé des vétérans épuisés à rompre un silence entretenu pendant des décennies. La véritable valeur pour vous, en tant que spectateur, tient en 10 mots. Comprendre pourquoi un simple geste peut renverser une génération entière. Ces anciens soldats n'ont pas réagi par nostalgie, ni par romantisme, mais parce qu'ils ont perçu un écho rare, celui d'une autorité qu'on ne simule pas et d'une dignité qu'on ne prête pas. Et c'est justement là que naît l'enjeu. Lorsqu'un groupe d'hommes qui a traversé la guerre, le deuil et l'humiliation reconnaît enfin quelque chose qu'il croyait perdu, le paysage politique et moral d'une région entière peut se réarranger sans bruit. Reste une question suspendue, petite mais lourde. Si quelques vétérans ont changé de posture en une seule soirée, que se passe-t-il lorsque cette impulsion traverse la diaspora tout entière ?